Donc, au moment que je suis invité à participer au concours en 1992, j'ai eu la grande opportunité de réfléchir de nouveau à propos de ce problème que j'ai trouvé c'était un problème très grave et que ça appartient pas simplement à Notre-Dame de Paris, mais appartenait aussi à Reims, appartient aussi, ou appartenait au moins à la cathédrale d'Amiens aussi, Amiens. Amiens, même si Bernard Huet a fait un projet aux années 80, aux années 90, je pense, 90, oui. pour aménager les abords de la cathédrale. Mais, disons, j'ai trouvé que dans ces projets de Bernard Huet, il y avait un problème qui ça a été aussi et qui ça a un rapport avec la deuxième question que je voulais poser dans cette intervention, c'est-à-dire la question de la matérialité. La question de la matérialité. Donc, les projets de Huet, c'est un projet qui à mon avis, pose les problèmes presque impossibles de résoudre, de trouver une matérialité appropriée pour construire autour d'une cathédrale du Moyen Âge. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré de ne pas reconstruire, ne pas reconstruire les parvis, ne pas reconstruire les îlots. Et, par ailleurs, ce n'était pas, disons, possible dans les règlements du concours. Mais j'ai pensé toujours qu'il fallait plus de penser que les parvis pourraient être comme une ruine, pourraient être comme un reste, pourraient être comme une place un peu plus italienne, au sens d'être une place plus régulière, plus en rapport avec le tissu urbain du Moyen Âge, que de faire un espace classique, un espace monumental comme il était auparavant. Et je pense que sans reconstruire les tissus résistants, que je pense que c'est pas facile, c'est pas, à mon avis, c'est presque impossible parce que si on fait un bâtiment, disons, tout à fait moderne, ça ne va pas beaucoup avec les monuments anciens. Ça, à mon avis, c'est pas ça avec la médiathèque qu'on a construit là-bas, à Reims même. Et par ailleurs, de faire un pastiche, je suis contre les pastiches, je pense que le pastiche n'a pas une matérialité suffisante pour trouver, disons, un accord avec les monuments résistants. Donc, j'ai préféré de reconstruire la trace dans les plans, c'est-à-dire la trace des îlots résistants, et trouver une fragmentation de l'espace pour retrouver l'échelle et une fragmentation et en même temps, disons, une irrégularité du tracé qui n'existait pas. Par ailleurs, j'ai recueilli des premiers projets dans les projets définitifs que j'ai faits, des choses importantes. Et l'échange des orientations de la place qui deviennent une place plus en parallèle, on dirait, de la façade, plus au fond, parce que c'est la seule manière, de ne pas voir une façade plate, parce que c'est pas une façade plate, il y a un grand relief de la façade. Je pense que j'ai pris aussi une idée de Viollet-le-Duc à propos des projets qu'il a fait, qu'il n'a pas développé, mais qu'il a proposé une idée pour les parvis de la cathédrale d'Amiens, où il proposait aussi de se rapprocher à la façade de la cathédrale pour voir disons, les reliefs de la cathédrale. Donc, c'est pour ça que j'ai restitué l'ancienne lisse au parvis ancien qu'il avait disparu au temps de Louis XV. Au sacre de Louis XV, on a, je ne sais pas pour quelle raison, on a détruit l'ancienne lisse, l'ancien parvis, l'ancien sacre qui existait auparavant. Mais j'ai fait, disons, j'ai profité de cet espace, la restitution de cet espace pour remplacer là-bas des banques, pour cette banque s'approcher à la vision de la cathédrale, la vision surtout des grands portails de la cathédrale, où sont ces groupements sculpturiques, ils ont un chef-d'œuvre de la sculpture du Moyen Âge
pas seulement en France, mais on dirait en Europe du Moyen-Âge. Et bon, et par ailleurs, la question de la matérialité, surtout dans les pavages, surtout dans les banques, c'est-à-dire des grandes pierres, des pierres qui ressemblent le plus possible à la pierre de la cathédrale, et même les blocs des pavés, qui sont des blocs, des gros blocs, parce que je pensais il fallait de faire, disons, un soubassement, un appui forte, une appui forte, pas une appui, disons, faible, mais une appui forte à la cathédrale. Même avec le pente du pavage, avec cette relief qu'on voit des pavages, et c'est un peu un relief comme on voit dans les places publiques italiennes, qui à mon avis sont aussi des grands places historiques. Et je pense que c'est l'autre question que je voulais renforcer à propos du projet. Et je ne sais pas, je pense aussi que comme le paysagiste, il a très bien expliqué, la végétation, elle joue un rôle très important dans la conformation de la place. Parce qu'on pourrait dire que c'est un projet un peu mixte. C'est un projet dur d'une place dure, un peu italienne, qui est, disons, limité par la banque périmétrale qui sert aussi pour les visiteurs, pour les flâneurs, pour les gens des Reims, c'est les touristes pour voir la cathédrale, mais aussi pour délimiter l'espace dur de l'espace paysagiste, que c'est l'espace végétal, qui est le fond, on dirait le fond. La figure, si on dit un rapport entre figure et forme, on dirait que la figure, c'est la place dure, et le fond, c'est les fonds végétales qui entourent cet espace et qui sert aussi pour donner l'échelle à la cathédrale. Bon, c'est tout. Je pense que si vous voulez poser quelques questions. Très volontiers. Peut-être dans l'assistance, naturellement, j'en ai plusieurs. Je ne voudrais pas occuper nécessairement tout l'espace sonore. Si quelqu'un veut dire quelque chose avant que je oui. Emmanuel Caille, on va te passer un micro. Voilà. On passe le micro et dans l'intervalle, oui, on passe quelques images. Voilà, c'est ça. Et donc, on va pouvoir. Emmanuel Caille, qui est rédacteur en chef de la revue d'architecture. Excuse-moi, c'est une mauvaise blague. On se connaît depuis toujours. On a fait l'école ensemble de Versailles. Donc, voilà. Oui, j'aimerais. Vous en avez déjà parlé sur l'impossibilité de reconstruire le parvis. En même temps, on comprend bien qu'au niveau du concours, si vous aviez proposé de tout reconstruire, c'était quasiment être assuré d'être refusé, parce qu'il y a forcément construire du contemporain. Voilà. Et en même temps, par exemple, vous avez fait un projet à Troyes, le conseil régional, je crois, que j'ai eu le plaisir de publier, et qui est magnifique et qui est dans un rapport qui est à la fois contemporain et moi je trouve qui est dans l'esprit médiéval tout en est jamais du pastiche. Donc, en dehors de l'impossibilité de reconstruire parce qu'on ne peut pas remporter le concours, est-ce que véritablement vous ne pensez pas que quand même on peut reconstruire? Enfin, j'insiste un peu sur la question, même si, et j'ai un peu l'impression que votre projet, que je trouve très beau, que j'ai vu il y a moins d'un an aussi, il est un peu une sorte de... Comme si on peut pas reconstruire, alors on fait ça, c'est un peu comme si on pouvait reconstruire. Est-ce que vraiment vous pensez qu'il ne faut pas reconstruire? Évidemment, mon arrière-pensée, c'est pour Notre-Dame. Bon, merci par la demande. Je ne te connais pas directement. J'ai lu ton article à propos des Troyes, à propos des centres de Troyes, qui m'a plu beaucoup et qui a très bien expliqué l'esprit du projet, les parties du projet. Bon, c'est vrai que je pense qu'on peut construire architecture contemporaine dans un centre moderne. Ce que je ne pense pas, c'est qu'on doit faire une architecture, disons, un peu, comment dirais-je, postmoderne dans les abords d'un centre comme ça, non?
c'est ça que je trouve qu'on a fait aux années 80, 90, par Bernard Rieu et tout ça. Parce que à Amiens, je viens d'écrire, je ne sais pas si tu as lu un article publié dans une revue de théologie qui est à propos des cathédrales, parce qu'on a fait un numéro dans une revue de théologie à propos de Notre-Dame de Paris. Et ça a été, bon, on m'a invité de faire un article. J'ai parlé à propos de ça et à propos du projet d'Amiens. Et je pense qu'à Amiens, il y avait un problème pour cacher un bâtiment à mur rideau qui était très mauvais. Et bon, on a proposé de cacher ces bâtiments avec un autre bâtiment qui a fait Bernard Rieu. Je pense qu'à la fin, il a fait lui. Je ne suis pas sûr, mais peut-être sans chance parce qu'il est mort et tout ça. Et bon, j'ai vu ça et je vis que ça n'avait pas, disons, épaisseur, on dirait comme ça. Il n'avait pas épaisseur par rapport à la cathédrale. Donc, tandis que, par exemple, il y a des bâtiments historiques, bon, pas historiques, du début 20e siècle en face de la cathédrale, qui sont comme néogothiques. Ils sont de grande qualité, en pierre et tout ça. Donc, je pense que, bon, évidemment, à Reims, ça n'était pas possible pour des raisons. La première, c'est qu'on voulait faire un grand espace public. Donc, pour faire un grand espace public, on ne pourrait pas reconstruire les parvis comme il était au XVIIIe siècle. Et deuxièmement, parce que même les concours étaient empêchés de reconstruire. Mais je pense que si on doit reconstruire des bâtiments au centre historique, comme j'ai fait même à Troyes, parce que j'ai fait ça, parce que ça a été une rue qui existait là-bas, la rue perdue. Il a été détruite aux années 50, je pense. Et j'ai reconstruit les tissus urbains. J'ai fait même les projets du centre du congrès des Troyes, comme je pense que tu as bien dit. C'est un morceau, c'est un fragment du tissu urbain plutôt qu'un seul bâtiment. On peut construire même en béton armé, comme j'ai construit là-bas. Mais toujours avec gardant la proportion, gardant les éléments, l'équilibre entre l'ancien et le moderne, tout ça. Ça, c'est possible. Mais je pense qu'un élément très, très précieux, très, très important, c'est la matérialité. La matérialité, la force de la matérialité et la force de l'échelle. Ce sont les deux éléments avec lesquels je trouve qu'on peut même construire dans les centres historiques. Je pense que je viens de publier un livre en Espagne qui n'était pas encore traduit en français, qui s'appelle L'architecture du contexte. Et j'ai réfléchi à propos de tout ça, à propos de beaucoup de projets qui ont fait les architectes italiens et allemands après la Deuxième Guerre mondiale, comme Rudolf Schwarz, comme Albini, comme tout ça, comme Rogers, qui ont essayé de construire au centre historique. Et je pense qu'ils ont réussi à le faire parce qu'ils se sont appuyés dans un langage contemporain, mais en même temps avec une matérialité et un domaine de l'échelle très précis, que je pense que ce sont les éléments nécessaires pour récupérer, disons, les centres historiques et les abords des cathédrales et les parvis. Et je pense qu'il y a un problème très important, surtout en France, parce que pendant le 19e siècle, on a eu beaucoup d'éventrages de ces parvis. Et ça pose une question importante qu'on doit résoudre, mais qu'il faut essayer de le faire avec soigner beaucoup ces deux questions, à mon avis, très importantes, c'est-à-dire la proportion et la matérialité. Il convient de dire, mais tu t'en rappelles certainement, Emmanuel, c'est que ce sont vraiment des mégalithes qui sont là disposés. C'est des pierres énormes qui ont été apportées là. On pense au travail d'Égyptiens quasiment. Et cette matérialité fait beaucoup penser soit au travail de moderne, comme je ne sais pas si vous voyez ces grands blocs de marbre vert devant le State Seagram Building qui assure tant la cohésion de cette plaza qui est devant cet édifice.
Je pense également à notre registre, mais qui compte tellement. Moi, la chose qui m'a le plus frappé à Saint-Pétersbourg, c'est peut-être les quais de la Neva, avec ces énormes blocs de granit rose, n'est-ce pas, qui étaient charroyés par bateau. C'est extraordinaire. En effet, ces sous-bassements et qui tiennent. Au fond, le palais d'hiver a l'air presque d'une petite maquette posée sur de tels quais, n'est-ce pas? Et c'est ce travail qui, n'est-ce pas, me paraît extrêmement intéressant. En effet, alors il s'agit de ne pas se tromper sur la forme, parce que ça, ici, il s'agit de déplacer ça. Je veux dire, bon, ils sont là pour peut-être une certaine éternité. Est-ce que quelqu'un voudrait rebondir sur ces autres choses? J'aurais une question à poser encore à José. C'est que je pense également dans ces déplacements de terrain que tu fais, bien sûr, il y a toutes sortes de références qui me viennent à l'esprit. Ces raccords talutés, par exemple, qui relient les chaussées des avenues de Versailles à leurs contre-allées, n'est-ce pas? Et on voit là arriver un vocabulaire qui est celui de la fortification. Tu sais, ces avenues à Versailles qui passent en vol plané, puis ensuite il s'agit de raccorder au tissu réel des bâtiments riverains. D'où sont venus, en somme, dans ton esprit, cette idée de glacis, n'est-ce pas? Ces glacis adaptés à un contexte urbain. Ça me fait penser aussi à, tu vois, Gibellina, le tremblement de terre à Gibellina, et puis l'ensevelissement de Gibellina, l'œuvre de Burri. Alors, voilà, c'est à mi-chemin. Ouais, je comprends. Ça va te surprendre un peu, mais j'ai trouvé cette référence à George Hudson dans les études qu'il a fait des plateformes et surtout inspiré dans l'architecture des Mexicas à Mexico, à Monte Alban, c'est-à-dire les traitements du sol. Pas parce que les Mexicains, les précolombiens, ils ont fait des études très intéressantes du traitement des sols avec différents niveaux, pas plat, jamais plat, toujours à différents niveaux. Même Barragan, il a fait à la UNAM, à l'Université de Mexico, aux années 50, les traitements du sol de tout cet espace. Il a fait aussi avec un traitement avec beaucoup de pentes, avec beaucoup de niveaux, et disons, en isolant différentes plateformes, toujours. Par rapport aux différents, c'est-à-dire, c'est l'idée de faire, comment dirais-je, un parvis pour chaque îlot qui existe dans la place. Ça serait les parvis de l'îlot en pierre à côté gauche, et l'îlot, disons, du palais de justice en végétal à côté droite, c'est-à-dire de fragmenter, disons, l'espace fragmenté avec différents parvis et, disons, les isoler comme des plateformes. Maintenant, je suis en train de faire aussi un petit projet beaucoup plus petit, à Mauriac. Et là-bas, il y a aussi une basilique romane, et une mairie 19e siècle, et les restes d'un ancien monastère qui a disparu pendant la Révolution. Et nous avons essayé aussi de fragmenter un espace qui était un peu comme celui des Reims auparavant, à l'époque, c'est-à-dire un espace symétrique avec un monument aux morts de la Première Guerre mondiale au centre, sans aucune qualité urbaine, et fragmenter cet espace en donnant comme un espace propre, un parvis propre à chaque élément, à la basilique romane, au reste du monastère et à la mairie, c'est-à-dire de fragmenter l'espace en différents petits espaces plus appropriés à chacun des éléments. Donc, c'est ça un croisement, on dirait, avec l'architecture, disons, américaine, mésoaméricaine, qui a été analysée par George Hudson aux années 50. Il a visité Monte Alban. Moi-même, j'ai visité Monte Alban. Et, disons, la tradition un peu italienne de faire des espaces plus fragmentés et plus chacun avec un rapport avec disons, les sous-bâtiments, on dirait comme ça, des différents îlots qui composent l'espace.
Oui, tu dis les soubassements. Au fond, ce sont plus peut-être des îles, n'est-ce pas? Des archipels que tu constitues. Je crois que le temps de la pause, malheureusement, est arrivé. Nous écouterions encore très longtemps, mais tu auras la possibilité de reprendre la parole naturellement à la table ronde terminale. Nous allons nous consacrer à 20 minutes de pause. Des rafraîchissements sont disponibles à côté. Merci, à tout à l'heure. Merci, José.